Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler encore une fois d'un jeune auteur, euh, puisqu'il avait 52 ans je crois à sa mort. Il s'agit de William Shakespeare. Ce qui est étonnant, c'est qu'à 52 ans, il avait écrit un tel nombre de pièces. Là, il y a tout dans cette édition en anglais que j'ai acheté en Nouvelle-Zélande pour 15 $. C'est une édition de seconde main. Il y a tout, toutes les pièces historiques, les tragédies, les comédies et les poèmes. Alors que dans la Pléiade, le catalogue de la Pléiade, j'en ai aucun parce que je préfère toujours lire les auteurs dans leur langue quand je la connais. Il y a 7 volumes, si je ne me trompe, d'œuvres complètes. Bon, ça permet de vendre ça pour 300 ou 400 €, alors que moi j'ai payé 15 € pour la mienne. Et puis il y a tellement de notes, et puis c'est sans doute bilingue. Alors, seulement pour les tragédies, ça fait 2 volumes de 1600 pages dans la Pléiade. Les pièces historiques, 2 volumes. Les comédies et la poésie lyrique, 3 volumes. Donc, moi je préfère mon édition. Il n'y a pas de notes. Il n'y a absolument rien. Et puis au besoin, j'ai les éditions que j'avais avant, les éditions de poche que j'ai étudiées, dans lesquelles j'ai étudié pour le bac ou l'agrégation d'anglais. Shakespeare, à 52 ans, mort à 52 ans, a réussi à incarner la langue anglaise à tel point qu'on l'assimile à cette langue. C'est un privilège rare pour un auteur de dire qu'on dise c'est la langue de Molière, le français c'est la langue de Molière, l'anglais c'est la langue de Shakespeare, l'espagnol celle de Cervantes, c'est l'italien celle de Dante. C'est assez rare qu'un auteur soit assimilé à une langue à ce point-là. Et bon, vous savez qu'il y a différentes théories autour de Shakespeare, comme autour de Louise Labbé, sur leur existence réelle. Est-ce que Shakespeare a existé? Oui, c'est attesté. Il y a une quantité de documents qui attestent de sa vie, de son acte de naissance. Mais les gens aiment les théories du complot et aiment remettre en cause les théories les plus établies, les plus installées, les plus confirmées, comme Michel Onfray qui s'attaque à Freud. Bon, mais il n'a pas réussi à égratigner un cheveu sur la tête de Freud ou dans sa barbe. Toute sa recherche pour essayer de déboulonner la statue de Freud a été faite tellement rapidement et tellement mal qu'il n'a pas réussi à toucher un cheveu sur la tête à Freud. Et on peut nier l'existence de Shakespeare de la même façon, mais elle est tellement attestée dans la langue, dans les archives historiques, etc. On a son acte de décès, de naissance, sa scolarité, on sait qui étaient ses parents, donc Shakespeare avait bel et bien existé, je le confirme, et il est probable qu'il a écrit toutes ses pièces. Certes, elles n'étaient pas toutes parues de son vivant, puisque c'était du théâtre, donc c'était pas fait pour être lu à l'origine, seulement retransmis pour que d'autres troupes les jouent. Donc il y en a une quinzaine qui sont parus de son vivant, beaucoup qui ont été édités après sa mort, d'après ses papiers, ses notes, ses manuscrits, etc. Et elles ont été jouées dans le monde entier, dans toutes les langues,
Mais pour moi, c'est toujours la langue de Shakespeare que j'aime lire et c'est dans la langue de Shakespeare que j'ai des mots, des souvenirs, des citations qui me reviennent. Et il est tellement passé dans la langue que tout le monde, en anglais, utilise des expressions de Shakespeare sans toujours le savoir d'ailleurs. Hein. Euh, Bowie, là, avait utilisé beaucoup de vers de Shakespeare dans ses chansons. Récemment, Hélène Sixou a publié Défions l'augure, hein, qui fait partie de la tirade, de la longue tirade qu'elle cite ici, de Hamlet ou de Macbeth. Let's defy augury. Hamlet. We defy augury, acte 5, scène 2. Bon, tout le monde cite du Shakespeare tout le temps, surtout dans la langue anglaise, hein, évidemment. Je ne sais pas ce que ça peut donner, j'ai jamais lu une ligne de Shakespeare en français ou en espagnol, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, qui a fait les traductions, mais pour moi c'est le fondement absolu de la langue anglaise. Toutes ces expressions qui nous reviennent, par exemple, comme dans King Lear, I have no way and therefore want no eyes, to be or not to be, évidemment, la longue tirade, Love's Labour's Lost, hein, c'est le titre de la pièce, une des pièces du début, si je ne me trompe, une des premières. Bon, Love's Labour, c'est devenu partie de la langue. Le titre de Mathieu Bénézet, Travail d'amour, ça vient de là. Je vous dis un mot quand même de la structure de ce volume, qui comprend même des illustrations en couleur pour le prix pour moins qu'un Pléiade. Hein, il y a des illustrations des différentes pièces de Shakespeare. C'est vraiment une Bible et c'est présenté comme tel, hein, en 2 colonnes. C'est présenté comme une Bible. Les noms des personnages sont même abrégés pour faire moins long. Et j'aime beaucoup ces éditions. C'est l'édition Oxford. Hein. Vous voyez, il est un peu décoloré. Il devait être vert à l'origine, entièrement. Et là, le dos est d'une teinte ocre, décoloré par le soleil. C'est l'édition Oxford, donc une édition de référence. The Works of Shakespeare Illustrated. Et il y a une préface de 2 pages, ce que je trouve formidable. Parce que souvent les préfaces de la Pléiade qui font 65 pages sont un peu longues, un peu bavardes. Pas toujours, hein, mais ça dépend. Hein. La préface est de Monsieur Craig, 1894. C'est le texte là qui est repris tel quel, établi par W.J. Craig, de Trinity College à Dublin. Le texte est repris tel quel de cette édition-là. Ça, c'est une réimpression, hein, du même. Première édition 1891, et ça, c'est la dernière réimpression de 1942. Mais le texte à l'identique, 2 pages de préface, puis la table, le contents. Dans les livres anglais, le contents figure toujours au début et pas à la fin, la table des matières. À la fin, il n'y a pas de table. Et bon, il y a toutes les pièces qui ne sont pas ici par ordre chronologique. Elles sont plutôt dans l'ordre habituel dans lequel on divise, dans lequel est divisé dans la Pléiade les tragédies, les pièces historiques, les comédies et les poèmes lyriques. Les sonnets en particulier.
En français, les sonnets, j'ai su par William Cliff qu'ils avaient été retraduits par lui. Il a fait une nouvelle édition des sonnets que je n'ai pas lu parce qu'il ne me l'a pas envoyé, mais qui serait certainement très bonne parce que ses traductions de l'espagnol sont très bonnes. C'est un excellent traducteur aussi, en plus d'être un excellent poète. Et je ne sais pas quoi vous lire pour vous donner un goût de... la première qui figure là, c'est The Tempest. The Tempest, c'est aussi la première pièce de Shakespeare que j'ai vue au théâtre Charles Dulin à Chambéry en 1974. J'ai vu là jouer, si je ne me trompe, en anglais, peut-être avec des sous-titres ou des surtitres comme on fait dans le théâtre. Ça aurait été bien précurseur pour l'époque à Chambéry, mais je ne pense pas l'avoir vu en français. Ni d'ailleurs Crab's Last Tape, la dernière bande de Beckett, je pense que c'était en anglais. Je suis pas sûr, hein. En tout cas, c'est des pièces qui, à 15 ans, m'ont impacté. Euh, Évidemment, ces deux pièces, euh, c'était l'époque où Patrice Chéreau venait jouer à- dans les théâtres de province, à Chambéry, etc., mettait en scène des pièces et d'autres grands metteurs en scène français. Euh, et la tempête est la première pièce qui m'est vraiment semblé un monde dans lequel chaque, chaque réplique, chaque vers, comme presque toujours chez Shakespeare, est mémorable, hein. Il y en a pas un, on peut dire qu'il soit médiocre, hein. Il a maintenu le niveau tout au long, c'est pour ça qu'il incarne la langue anglaise. Bon, il y a eu ces dernières années toutes sortes de films sur Shakespeare, des films anglais ou américains, anglo-saxons, Shakespeare in Love, Romeo and Juliet, etc. C'est des, des tentatives louables, surtout ceux qui sont en vers, hein, qui sont des films entièrement en vers, c'est assez louable et pour donner le goût de la langue originale, ne pas le traduire en anglais moderne. Euh, et ça reste très moderne, hein, ça a beau être puisque Shakespeare est né au 16e, est mort en 1600, au 17e, au début du 17e. Euh, Ça a beau être un anglais ancien, hein, comme Montaigne, un français ancien. D'ailleurs, Montaigne et Shakespeare ont été. Shakespeare a été influencé par les essais de Montaigne, figurez-vous. J'ai appris ça dans un Pléiade, sans doute, dans une note, Les essais ont été très influents à leur époque sur tous les contemporains et ceux qui ont suivi. Euh, L'anglais de Shakespeare n'est pas plus difficile que le français de Montaigne, et ça vaut vraiment le coup de les lire dans leur langue. J'ai vu qu'il existait des traductions modernes de Montaigne en français moderne. Moi, ça ne m'intéresse pas de les lire, je préfère euh, lutter pour comprendre l'original, le texte original, que de lire une traduction de français en français. Ça me semble pas une excellente idée. Évidemment, pour Montaigne, il faut des notes. Bon, mais le moins possible, c'est le mieux. Dans mon édition de Montaigne, qui est l'édition qui appartenait à mon père,
de la Pléiade en 1946. Dans mon édition de Montaigne, il n'y a pas une seule note de traduction en français. Les notes traduisent les citations latines. Ce qui se justifie parce que même en 1946, tout le monde ne parlait plus latin couramment. On a cessé de le parler couramment à la fin du 19e, je crois. Rimbaud écrivait en latin, et il était bilingue, hein, ce cher Arthur, latin-français. Et puis bon, au XXe siècle, c'est tombé en désuétude, l'usage du latin. Hélas, je dirais, parce que c'est toujours mieux d'être bilingue que d'être monolingue. Même s'il s'agit d'une langue morte. Hein. Donc dans mon édition de la Pléiade, il n'y a pas de notes inutiles. J'ai horreur des notes inutiles qui nous font perdre du temps à chercher la référence, lire la note et se dire ben, j'avais bien compris. C'est tout à fait superflu. Il y a une espèce d'inflation aujourd'hui de la nécessité d'annoter Alors les volumes de la Pléiade, les éditions nouvelles de la Pléiade ne cessent d'augmenter de volume. Hein. La première édition de Rimbaud était toute mince, et puis la deuxième était devenue énorme, ce qui a fait dire à Alain Borer, Rimbaud a beaucoup écrit entre 1954 et 1972, la deuxième édition, parce qu'elle a augmenté de 800 pages. Parce qu'on a mis toutes les lettres de sa famille, toutes ses notes de teinturerie, etc. pour faire du volume. Et on a ajouté des épilogues et des... Bon, Lautréamont, c'est un peu pareil, hein, il faisait la moitié d'un volume, même pas un tiers d'un volume, avec Germain Nouveau, de la Pléiade. Et là, on a une nouvelle édition de Lautréamont qui est très très bien, qui est faite par Jean-Luc Steinmetz, qui est un bon poète aussi. Mais comme ça ne faisait pas un volume de la Pléiade, ça ne pouvait pas tenir debout, un volume de la Pléiade avec seulement l'œuvre de Maldoror. Alors ils ont rajouté des essais qui sont très très utiles, des quantités d'essais sur Lautréamont. Là, ce n'est pas des notes, hein, c'est différent. C'est différent. Le cas est différent. Je pense que cette dernière édition de Lautréamont est meilleure que la première. Et ça fait un petit Pléiade, quoi, comme sera, j'espère, bientôt le Pléiade de Michon. Voilà, sur ce, je ne vous ai rien lu de Shakespeare, mais ce sera pour une autre fois. Merci les amis et bonne journée. À demain.